Celui qui m'a demandé de faire cette leçon inaugurale, il m'a marabouté pour que j'accepte. Je disais tout à l'heure au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tout à l'heure que je ne sais pas comment j'ai pu accepter quand on m'a posé la question, veux-tu faire la leçon inaugurale, mais je sais comment il m'a piégé. Il m'a simplement dit que c'était sur l'esclavage et la traite, et tout de suite j'ai dit oui. Parce qu'il sait que c'est ma passion. Mais également, je n'aurais pas pu ne pas accepter, puisque Amady Bokoum, ça fait bientôt 25 ans qu'on bourlingue ensemble dans le domaine de la science, comme disait tout à l'heure Abderrahman. Et on est amis sur tout, et nous ne sommes d'accord sur rien. Et c'est ça qui rend solide notre amitié, peut-être. On n'a jamais été d'accord depuis qu'on est étudiant. Il était maoïste, j'étais, comment il disait, révisionniste. Bon, on partageait la même moto, et le prof qui nous avait sur le Fouladou disait qu'on était des fumistes, quoi. Puisqu'on se chamaillait tout le temps, mais on était tout le temps ensemble. Monsieur le ministre, merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette séance. Vous me permettrez de saluer mes maîtres qui sont dans la salle. J'en ai aperçu un à ma gauche qui a été mon prof de psychopédagogie à l'école normale supérieure, devenu la FASTEF, Samba Ardo-Ka. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on faisait en classe. Parce que quand il m'a eu comme étudiant, j'étais déjà enseignant, puisque en venant à l'université, moi j'étais déjà un vieil instituteur. Donc on s'amusait beaucoup quand Cheikh Fati donnait ses cours, on se mettait derrière, mais il était mon prof et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Je dois saluer également peut-être mon marabout, Diao Faye, qui est également présent dans la salle. Mais aussi mes étudiants, j'en vois un au milieu de la salle, Dramé, qui a fait sa thèse avec moi sur le contrôle colonial, en particulier sur la surveillance des marabouts, sur la suspicion, l'histoire de la suspicion. À tous ceux qui nous ont fait l'honneur de venir assister à cette leçon inaugurale, il m'est donné 1 heure, m'a-t-on dit. Je peux en parler sur ces questions peut-être toute une journée, parce que c'est ma passion. Et ce que Abderrahman n'a pas dit dans sa présentation, c'est que nous avons sillonné la vallée du fleuve. Il m'a fait sillonner la vallée du fleuve, où nous avons passé des jours mémorables à recueillir des mémoires sur l'esclavage. Nous avons fait ensemble un documentaire qui n'a pas encore trouvé diffuseur sur les descendants d'esclaves qui vivent dans la vallée du fleuve Sénégal aujourd'hui et qui forment une association qui s'appelle Endam Bilali, les descendants de Bilal du côté maternel. Là-dedans, il y a des passages mémorables et on aimerait bien qu'une télévision osât diffuser ce documentaire, qui va faire peut-être que les Sérères découvriront mieux les Toucouleurs. Je ne suis pas spécialiste de la caravane, peut-être même pas de la caravelle aussi. Je vais vous parler de ce que je sais, des travaux que j'ai eu à mener, des recherches que j'ai eu à mener. Puisque en tant qu'universitaire, je n'ai jamais accepté d'être un toutologue, c'est-à-dire spécialiste de tout. Je vais vous parler de ce que je sais
sur ces questions sur lesquelles j'ai travaillé pendant bientôt une vingtaine d'années. Oui, ça doit faire maintenant 17 ans. Puisque j'ai commencé à m'intéresser à ces questions à la suite d'un congrès qui s'était tenu à Bamako. À l'époque, je travaillais sur l'histoire de l'enfermement, l'histoire de la prison en Afrique. Et les historiens avaient décidé d'organiser un congrès sur histoire et mondialisation. Et moi, je ne savais pas quoi présenter, parce que les prisons, c'est mondialisé, mais c'est difficile de parler de l'emprisonnement mondialisé. Alors, quand on a lancé l'appel à contribution, ça m'a trouvé à Boston. Et j'ai regardé les rapports entre Africains, Américains et WASP. Ça m'intéressait, ce qu'on appelle, entre guillemets, les Blancs en Amérique. J'ai regardé les relations. J'ai eu là-bas une expérience assez drôle. J'étais dans un restaurant un matin, je prenais le petit déjeuner. Il y a une dame qui est arrivée à moi, que je pourrais appeler africaine-américaine. Elle m'a dit, I'm very proud to have one of us among them. Je suis très fier d'avoir l'un de nous parmi eux. J'ai regardé dans la salle, il n'y avait que des blancs. Et j'étais le seul noir à être assis. Et elle nous servait tous. Et elle s'est identifiée à moi. Donc elle s'identifie à moi à partir de la couleur de la peau. C'est là que j'ai commencé à m'interroger sur comment on a écrit l'histoire de la traite. Elle portait une mémoire et moi j'étais historien. Donc j'étais obligé d'interroger sa mémoire, de la décrypter pour pouvoir comprendre d'où vient cette identification et quelle signification lui donner. J'ai décidé de faire une présentation sur l'écriture de l'histoire de la traite des esclaves et de l'esclavage par les historiens africains. J'ai décidé de présenter cette communication au congrès de Bamako sur histoire et mondialisation. C'était un amphithéâtre qui contenait peut-être 3 fois plus de personnes que dans cette salle. J'ai fait ma présentation tout innocemment en pensant que j'étudiais un objet inodore, incolore et sans saveur, qui était comment les historiens écrivaient l'histoire. Ça ne devait pas être très compliqué. Quand j'ai fini mon exposé, il y a eu comme des bazookas qui sont tombés sur ma tête, et principalement venant de mes maîtres, qui m'ont dit que vous ne comprenez rien à ce que vous avez dit, vous n'avez jamais étudié la traite, vous n'avez jamais étudié l'esclavage, donc tout ce que vous avez raconté, c'est des histoires, c'est du n'importe quoi. Et moi, j'étais à table comme ça, avec celui qui modérait, et je me posais la question, est-ce qu'il faut battre en retraite, c'est-à-dire leur dire, vous avez raison, je suis spécialiste de la captivité, de l'emprisonnement, c'est pourquoi peut-être je n'ai pas compris, mais je n'étais pas convaincu de ce qu'ils disaient. J'étais convaincu que moi, ce que je disais, j'en étais vraiment très convaincu sur comment les Africains écrivaient l'histoire de la traite et de l'esclavage. Bon, mon sentiment de rebelle s'est réveillé, j'ai dit, allez, on va au front, on va se battre. Et c'était avec mes maîtres, ceux qui m'avaient appris l'histoire. J'avais appliqué ce qu'ils m'avaient appris, et eux me disaient que le résultat auquel tu es arrivé n'avait rien à voir avec ce qu'on t'avait appris. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Mais je les ai attaqués comme ils m'ont attaqué. Très durement. Le combat était très violent dans la salle. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans cette salle qui étaient là-bas. C'était le même jour où les tours de l'Amérique tombaient, les Twin Towers. C'était le même jour, 9/11. Moi, j'ai eu mon 9/11. Et quand on a fini les débats, très vifs, très violents,
On est sorti, j'ai failli être même lynché, pour ainsi dire. J'étais dans mon coin, bon, vraiment furieux, et des Blancs sont venus me voir pour me dire, monsieur, vous êtes très courageux. Je pense la même chose que vous, mais je n'ose pas le dire, parce que si je le dis, on va m'accuser d'être un raciste. Et des Noirs sont venus me voir. Parmi eux, ceux qui m'attaquaient dans la salle, pour me dire, non, ne t'offusque pas, tu as raison, tout ce que tu as dit est vrai, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Je me suis posé la question, mais où sont alors les historiens? Puisque tous ces gens qui me parlaient, ils étaient à ce congrès parce que c'était un congrès d'historiens et tous étaient venus avec la casquette d'historien. Mais aucun d'eux ne se donnait cette identité. Les uns se donnaient des identités de blancs et des identités de noirs. Alors que notre identité commune qui nous rassemblait, c'était notre identité d'historien. Je me suis dit, il faut qu'il y ait des gens qui restent sur cette position d'historien. Quoi que cela coûte. Ça va être dur, on va te taxer de tout ce qu'on veut, mais il faut rester sur cette position historienne et continuer la bagarre. Au bout d'une dizaine d'années, l'un des maîtres, je ne vous donnerai pas son nom, m'a dit encore à nouveau, votre approche est la bonne. Peut-être, je ne suis pas sûr qu'elle est la bonne, jusqu'ici. Bon, j'espère que mes étudiants, comme j'ai attaqué mes maîtres, j'espère que mes étudiants vont un jour, eux aussi, tuer le père que je suis. Bon, ils ont déjà commencé. En fait, dans tout débat, chez les historiens, dans tout débat sérieux, on commence d'abord par les définitions. On sait de quoi l'on parle et de façon très précise. Dans nos sociétés, il y a deux personnes qui sont payées pour parler. Les uns ne disent que ce qui plaît aux payeurs. Les autres disent très souvent des choses qui ne plaisent pas à ceux qui les payent. Moi, je fais partie de ceux-là. Je suis historien. Je suis payé comme historien, mais ce n'est pas pour dire ce qui plaît à ceux qui me payent. Souvent, je dis des choses qui ne leur plaisent pas. Mais il faut qu'ils m'acceptent comme ça, puisque c'est le métier que j'exerce qui demande cela. Je disais tout à l'heure qu'il nous faut voir les définitions. Je vais y aller très rapidement et lever une confusion qui est très souvent faite, et particulièrement chez les Africains, du fait de la mémoire qu'ils ont de l'esclavage et de la traite des esclaves. La distinction, elle est la suivante. Distinguer ce que c'est que la traite des esclaves de l'esclavage. Ça, on a besoin vraiment d'insister et d'insister encore auprès des Africains pour qu'ils comprennent que la traite des esclaves n'est pas l'esclavage. C'est tellement vrai que la loi sénégalaise, je crois que c'est une loi de 2001, contient une erreur qui naît de cette confusion. Puisque la loi dit que tous les 27 avril, on doit célébrer l'abolition de la traite des esclaves. Le 27 avril 1848, on n'a pas aboli la traite des esclaves. On a aboli l'esclavage. La traite avait été abolie en 1815 déjà. Et en 1848, la France abolit l'esclavage. La Tunisie l'a aboli 2 ans avant la France. La Tunisie avait déjà aboli l'esclavage, avant la France. Donc, si on ne distingue pas clairement la traite des esclaves de l'esclavage, c'est comme quelqu'un qui ne distingue pas clairement l'arachide et l'huile d'arachide. Si vous confondez les graines d'arachide avec l'huile d'arachide, c'est exactement la même chose si vous confondez la traite et l'esclavage. Il ne peut pas y avoir d'esclavage sans qu'il y ait traite. Puisque l'esclave, par définition, c'est l'étranger. On ne peut pas être esclave dans sa propre société. Ce n'est pas possible. Parce que le processus qui mène quelqu'un de la perte de la liberté
à l'esclavage, c'est un processus assez long. Et dans ce processus, il faut qu'on vous sorte de votre société, qu'on vous sorte de votre histoire, qu'on vous sorte de votre personnalité, qu'on vous sorte de la mémoire que vous avez héritée de vos ancêtres pour que vous entriez dans un processus qui fera de vous un esclave. Et moi, ma conviction est que ce processus n'est jamais terminé. Pour moi, un être humain n'est jamais un esclave à la limite. Parce que vous n'arriverez jamais à supprimer son désir de liberté. Quelle que soit la violence que vous allez utiliser. Parce que pour le faire passer de l'état de liberté, il passe par la captivité. Pour que vous le transformiez en esclave, un seul instrument est possible, c'est la violence. Et vous exercez une violence suffisamment forte pour le démémoriser, le dépersonnaliser, le déshumaniser, le désocialiser. Mais tant qu'il se souvient de la société d'où il vient, tant qu'il se souvient de l'endroit où il vient, tant qu'il se souvient de son histoire, vous n'avez pas encore un esclave. Vous avez un captif. Quand le moment où il perd la liberté, il est un captif, il est en captivité. Donc ceux qui quittent les côtes africaines pour le Mississippi ne sont pas des esclaves. Ce sont des captifs. Ils sont en captivité. Parce que s'ils s'échappent, ils retrouvent leur village, ils retrouvent leur liberté et ne sont pas esclaves. Mais quand ils arrivent, quand le processus est enclenché jusqu'à ce qu'ils deviennent des esclaves, même si vous les retournez à leur village, ils ne se souviendront plus de rien et personne plus ne se souviendra d'eux. C'est pourquoi ils sont capables de donner naissance à des esclaves. Donc c'est un long processus. Et même chez les Grecs, ils pensent que ce processus n'est jamais achevé parce qu'à l'intérieur de chaque humain, il y a quelque chose qui dort, qu'on ne sait pas nommer. Je pense que les Grecs l'appellent le thymos. C'est quelque chose d'indéfinissable. Moi, je l'avais pressenti en disant que jamais on n'arrive à transformer quelqu'un en esclave. Parce que moi, ce que je sens à l'intérieur de moi-même, comme dose de liberté, je ne sais pas dans quoi on peut me mettre jusqu'à ce que j'accepte d'être un esclave. Et je pense que tous les êtres humains doivent être comme cela. Et quand je l'ai dit, il y a une amie, elle est dans la salle, elle a trouvé le mot chez les Grecs, ça s'appelle thymos. Donc, quand vous avez le captif, pour en faire un esclave, il est mis dans un processus où la violence joue le rôle principal pour le transformer en esclave. Et donc, l'esclave est toujours étranger dans la société où il est asservi comme esclave. On ne peut pas être esclave chez soi. Tant que vous vous souvenez de votre histoire, de votre mémoire, de vos ancêtres et de tout, non, vous n'êtes pas un esclave. L'esclave est toujours étranger à la société où il est. Et comme je disais, quand vous avez de l'arachide, récolté dans le Cayor, amené au port de Rufisque, transporté à Marseille, vous l'amenez dans une huilerie, on le transforme en huile. Celui qui regarde la graine, regarde l'huile, voit très nettement la différence. Il y a eu un processus de construction de l'esclave. C'est pourquoi le mot esclave ou esclavage en français ne rend pas compte suffisamment du processus. Le bon mot, on le trouve en anglais. C'est enslavement qui veut dire un processus. Ce processus, on ne le trouve pas dans le mot français. Le mot français décrit un état. Le mot anglais décrit un processus. Et c'est ce processus-là qui est important. Maintenant, comprendre également que ce processus travaille à démémoriser la personne. Et le résultat final, la quasi-totalité des sociétés humaines l'a expérimenté. On a eu l'esclavage en Europe, où des Européens ont mis en esclavage d'autres Européens.
On l'a eu dans les sociétés asiatiques, où des Asiatiques ont mis en esclavage d'autres Asiatiques. On l'a eu en Afrique, où des Africains ont mis en esclavage d'autres Africains. On a aussi des Africains qui ont mis en esclavage des Européens qui ont mis en esclavage des Africains, et des Asiatiques qui ont mis en esclavage des Africains, et des Africains qui ont mis en esclavage des Asiatiques. L'esclavage est un phénomène universel. Quand je dis je travaille sur l'esclavage, tout le monde pense que je travaille sur la traite des esclaves, c'est-à-dire l'exportation des esclaves partant de l'Afrique vers l'Amérique. Ça, c'est la traite des esclaves. C'est quand ils arrivent en Amérique, dans les plantations, dans les usines, que les maîtres mettent en place un dispositif de violence qui les transforme progressivement en esclaves, en les démémorisant, et ils se retrouvent avec une nouvelle culture, une nouvelle conception de la vie, même s'il y a des réminiscences du passé ou des aires culturelles desquelles ils viennent, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui permet d'engager la lutte pour la liberté. Donc l'esclavage, c'est le phénomène universel et c'est la forme de mise au travail la plus répandue au monde et qui a le plus duré dans le temps historique. Le travail libre a commencé hier soir. Si on considère que l'histoire de l'humanité dure depuis 1 mois, le temps du travail libre n'a démarré que hier soir dans cette échelle-là. Donc l'esclavage, on l'a connu à Rome, en Grèce, en Afrique, partout dans le monde, où des hommes ont mis en esclavage d'autres hommes. La difficulté tient au fait que pour réduire quelqu'un en esclavage, le maître est obligé de produire un discours hégémonique, un discours de construction de l'altérité qui rend radicale la différence entre le maître et l'esclave. Si le maître n'arrive pas à ça, il n'a pas encore un esclave. C'est-à-dire l'esclave doit être radicalement différent du maître du point de vue de son identité. Et les maîtres ont inventé un ensemble d'instruments qui permettent d'arriver à produire une radicale différence entre le maître et l'esclave. Et sous ce rapport, les dominants, quel que soit le continent que vous prenez, quel que soit l'environnement que vous prenez, ont trouvé 2 facteurs. Soit les maîtres sacralisent la relation entre le maître et l'esclave en disant que tu es esclave parce que Dieu en a ainsi décidé. Et si tous les deux vous êtes croyants, vous êtes pris dans un piège où vous ne sortirez plus jamais. Puisque l'objectif du maître, c'est de vous mettre dans une situation où vous n'avez pas les instruments de la libération. C'est pourquoi les maîtres travaillent à détruire l'historicité du phénomène. Ils cherchent toujours à extraire la relation entre le maître et l'esclave, à l'extraire de l'histoire. C'est un des instruments pour rendre l'esclavage possible. Un autre facteur qui est très efficace, qui est même plus efficace que la sacralisation. Puisque la sacralisation, si c'est le sacré dans les religions abrahamiques, il suffit d'aller dans le livre, de lire et d'opposer une interprétation à l'interprétation du maître. La bataille des interprétations donne des instruments de libération à l'esclave. Mais il y a un facteur beaucoup plus efficace encore, qui est de naturaliser la relation qui lie le maître et l'esclave. De dire que nous sommes différents par nature. Vous le trouvez chez Aristote, qui dit que l'esclave, c'est un animal qui parle. Mais il est radicalement différent par nature du maître.
Et dans tous les systèmes esclavagistes, quasiment, on cherche toujours à fabriquer l'altérité en utilisant un facteur naturel. Et ce facteur naturel a souvent la capacité de mettre tous les esclaves ensemble, de leur donner une seule et unique identité, et de donner aux maîtres une seule et unique identité. Ce qui permet l'affrontement et une différenciation radicale. Je vais vous en donner juste 2 exemples sur lesquels je reviendrai peut-être plus tard. C'est l'usage de la couleur de la peau comme instrument de construction de l'altérité de l'esclave. On le trouve dans le modèle transsaharien, on le trouve dans le modèle océan Indien, mais ce modèle a été plus systématisé dans le modèle de l'Atlantique. Lorsque les Arabes de couleurs différentes des Africains au sud du Sahara arrivent dans cette région, ils développent un commerce esclavagiste, une traite d'esclaves. Pour construire l'altérité, ils vont utiliser la couleur de la peau des Noirs. Ils inventent le Bilad al-Soudan, le pays des Noirs. Quand on est dans l'Atlantique, l'identité commune à tous les esclaves, c'est d'être noirs. Mais quand on dit tous les Noirs sont des esclaves, c'est une position idéologique, c'est faux. Mais quand on dit tous les esclaves sont noirs, là c'est vrai. Mais ce qui les identifie, c'est le maître qui construit cette identité de couleur. Ce que j'appelle l'identité chromatique. C'est une construction des maîtres. Le fait d'être identifié comme noir, c'est une construction des esclavagistes. Ce n'est pas les esclaves qui se sont identifiés comme noirs. Ce qui se passe, c'est ceci. Vous capturez quelqu'un dans le Waalo. Vous en capturez un dans le Gadiaga. Vous en capturez un dans l'Ashanti. Vous en capturez un dans le Fouta Djallon. Ils ont des histoires totalement différentes. Peut-être que l'un était un pêcheur. Il était peut-être un musulman. Il a un nom. Il a un prénom. L'autre était un boiselier. Il y en a un autre qui était forgeron peut-être. Vous les rassemblez tous sur la côte. Quand ils arrivent à Gorée, la première chose que vous faites, c'est d'effacer toutes ces identités multiples. Vous éliminez leur histoire, vous les expulsez de l'histoire. Vous leur donnez une identité commune, vous dites que c'est des Noirs. Et là, vous les unifiez sous le vocable de Noir pour inventer le terme de traite des Noirs. Quand vous dites traite des Noirs, vous êtes en train de sortir de l'historicité du phénomène. Pourquoi cherche-t-on à sortir de l'historicité du phénomène? Parce que si le phénomène est historique, tout ce qui est historiquement fait peut être historiquement défait. C'est pourquoi les maîtres cherchent à ce qu'on reste dans la nature. Parce que ce qui est naturel, votre couleur de peau, vous ne pouvez pas la changer. Même si vous essayez de vous dépigmenter, ça va revenir et vous allez encore être plus noir après la dépigmentation. Donc le mieux, c'est de dire, de vous faire croire que votre servilité, votre servitude, votre captivité tient à la couleur de votre peau. C'est pour vous enlever votre capacité de révolte. Puisque si on vous dit que votre servitude tient au fait que celui qui vous a mis en captivité vous a opposé un rapport de force historique, qu'il est arrivé un jour dans votre village parce qu'il avait des armes, il a encerclé le village, il a brûlé le village, il a capturé des gens. Ça, c'est un phénomène historique. Si vous rassemblez des forces beaucoup plus puissantes, vous êtes capable de vous libérer. Mais s'il vous fait croire
que vous êtes en servitude parce que c'est à cause de la couleur de votre peau, vous ne pouvez pas enlever la couleur de votre peau. Par contre, le rapport de force historique qui fait qu'à un moment donné, vous êtes vaincu, ça peut être renversé. Ce rapport de force historique peut être renversé. C'est pourquoi les maîtres n'ont aucun intérêt à ce que l'histoire de la traite ou de l'esclavage soit étudiée dans sa dimension historique. Cette dimension historique, on cherche à l'enlever pour donner à l'esclave non pas son identité, avec un prénom, avec un nom, une religion, un métier, un patrimoine, une histoire, une mémoire. On veut tout enlever pour ne lui garder qu'une seule identité relevant de sa nature, qui est d'être noir. Et quand il arrive à ça, il vous a vaincu pour une longue durée, au moins sur le plan idéologique. Parce qu'il vous a déshistoricisé. Et ce qui fait l'humain, c'est son historicité. Quand on vous enlève votre historicité, on vous a mis dans la nature. Et le fait d'être noir relève de la nature. Je m'amuse souvent avec mes étudiants en leur disant, quand ils me disent « I'm black and proud », je suis noir et fier d'être noir. Je leur dis, moi je ne suis fier que de ce que j'ai fait. J'ai rien fait pour être noir, donc je n'ai pas à en être fier ou ne pas en être fier. Moi je suis fier de ce que j'ai fait. Vous n'avez pas choisi d'être noir. C'est comme quelqu'un qui se lève qui dit, je suis fier que le soleil se lève. Vous n'avez rien fait pour que le soleil se lève. Pourquoi vous devez en être fier? Vous n'avez rien fait pour ça. Mais le contexte dans lequel on l'a dit, ça c'est quand je chahute les étudiants pour les amener à réfléchir. Mais si vous interrogez le contexte dans lequel on l'avait dit, ça prend un autre sens. Mais ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Je vous ai parlé du rapport entre quelqu'un de couleur blanche qui met en esclavage quelqu'un de couleur noire et qui va utiliser l'instrument le plus efficace et le plus disponible, la couleur de la peau, pour donner l'identité à l'esclave et immédiatement lui aussi s'identifier comme blanc. Donc le rapport est naturel, le blanc domine le noir, c'est un rapport naturel, vous ne pouvez plus l'enlever. Si c'est un rapport historique, vous pouvez l'enlever. L'inverse peut être aussi vrai. Certainement qu'on l'a utilisé à Tombouctou. Mais maintenant, quand un noir met en esclavage un autre noir, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne pouvez plus lui dire, vous êtes en servitude parce que vous êtes noir. Parce que si vous le lui dites, vous êtes noir, vous êtes donc à vous-même en servitude. Mais les maîtres sont très intelligents. Ils savent inventer les idéologies de domination. Les dominants ont une capacité incroyable, quand vous y réfléchissez, à produire de l'idéologie de domination. Et toute idéologie de domination passe par la naturalisation. Je pourrais vous donner l'exemple de la domination masculine. Elle est très naturalisée. Je vais m'en arrêter à mon sujet, c'est sur l'esclavage et la traite. Je reviens, quand un noir met en esclavage un autre noir, il ne peut plus utiliser la couleur de la peau comme instrument idéologique de domination et de déhistoricisation de la relation. Il va utiliser aussi un élément naturel d'une efficacité redoutable qui rend presque impossible l'abolition de l'esclavage. Il va utiliser le sang comme marqueur. Il va faire croire à l'esclave que son sang est servile et qu'il le transmet à ses enfants. Puisque vous ne pouvez pas vous vider de votre sang. Si vous videz de votre sang, vous disparaissez. Votre sang restera éternellement votre sang et vous le transmettrez à vos enfants. Et si vous le transmettez à vos enfants, vous leur transmettez du sang servile et eux transmettront ce sang servile à leurs enfants. Donc même juridiquement, quand vous supprimez l'esclavage, vous n'avez pas supprimé socialement l'esclavage. N'est-ce pas, Abdelrahman? Dans Endam Bilali, on le retrouve très nettement dans le documentaire que nous avons fait. Mais le blanc aussi, la couleur noire, puisqu'on dit que nous, pour le palais et pour le danéjo, ça aussi ça existe dans le sud. On peut le retrouver.
De noir à noir, on utilise la couleur de la peau. Donc, vous voyez, tout le temps, l'objectif du maître, c'est d'enlever le caractère historique de la relation, pour toujours l'inscrire dans une relation naturalisée. Et dès qu'on accepte cette naturalisation, on est entré dans un processus où il est impossible d'en sortir. Même juridiquement, quand vous enlevez l'esclavage, c'est ça qui fait qu'on a cette survivance d'un esclavage passif dans énormément de sociétés africaines. Je n'ai pas le temps de développer sur l'esclavage en Afrique. Ce sur quoi je vais vous parler plus longuement, c'est sur l'impact, parce que c'est ça qui m'était demandé. Mais il était nécessaire que je clarifie un certain nombre de choses avant de revenir sur l'impact de la traite. Cette fois-ci, l'impact de la traite atlantique sur les sociétés africaines. Parce que comme j'ai dit, je ne suis pas spécialiste des autres traites. Mais la traite atlantique, je la connais un peu mieux. Donc n'oublions pas le caractère universel de l'esclavage, mais gardons en tête ce qui se passe en Afrique entre le 15e et le 19e siècle. C'est de ça qu'il s'agit ici. Quel impact cela a laissé dans nos sociétés, que nous vivons presque au quotidien, chaque jour, mais nous ne nous en rendons même plus compte, tellement c'est intégré maintenant dans notre culture. Je ne vais pas vous parler de l'impact démographique, c'est trop connu. Les historiens se sont chamaillés dessus depuis l'ouvrage de Curtin, Census, les historiens de la Sénégambie, les Boubacar Bari, Abdoulaye Bathily, et tous ont démoli les thèses de Curtin qui avaient tendance à minorer le nombre de captifs tirés de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ces recherches sont suffisamment avancées. On a des bases de données qu'on peut interroger sur le net. On a les chiffres du nombre de personnes et les bateaux qui les ont transportés des côtes africaines jusqu'aux côtes américaines. Cette question est quasiment réglée du point de vue statistique. On est assez avancé, la recherche est assez avancée dans ce domaine. Je vais plutôt vous parler de l'impact culturel. Puisque les reconfigurations politiques et institutionnelles ont été également étudiées. Toutes les thèses qui ont été faites sur la Sénégambie, dans les différents terroirs de la Sénégambie, la thèse de Bari sur le Waalo, de Bathily sur le Gadiaga, de Rokhaya Fall sur le Bawol, de Abderrahmane Gaïdé sur le Fouladou, ont suffisamment documenté les mutations survenues sur le champ politique, comment la traite des captifs a impacté le politique dans nos sociétés. Mais je vais vous en dire juste un petit mot. Jusqu'au XVe siècle, on est organisé politiquement dans de très vastes empires ou dans des sociétés lignagères. C'est les deux formes d'organisation politique les plus fréquentes en Afrique de l'Ouest au moins. Vous avez l'empire, les différents empires qui se sont succédés depuis le Ghana, le Tekrour, le Songhai, Gao, Mali. C'est une forme d'organisation politique. Mais lorsque les transformations qui surviennent en Europe et développent le mercantilisme, amènent l'Europe sur les côtes africaines, les premiers arrivés, c'est les Portugais. Le monde ibérique est l'espace le plus développé de l'Europe pendant cette période, arrive sur les côtes africaines. Ils attaquent l'Afrique sur la partie la plus faible de l'Afrique. Quand vous regardez aujourd'hui, tous les pays africains, pratiquement sans exception, qui sont situés sur la côte atlantique, ont leur capitale sur l'Atlantique. Même les exceptions que vous pouvez imaginer n'en sont pas.
La première capitale d'Afrique du Sud, c'était le Cap. Mais au XVe siècle, c'était la partie la plus sous-développée de l'Afrique. Le cœur de l'Afrique, le cœur technologique, Amadi Bokoum est là pour en témoigner sur la technologie du fer, se trouvait à l'intérieur du continent. Donc les Européens, quand ils arrivent, ils rencontrent la partie la plus fragile, la plus faible du continent. Et ceux-là vont profiter de ce facteur externe pour pouvoir, pour ainsi dire, prendre leur revanche sur les centres politiques qui sont situés à l'intérieur de l'Afrique. Pour aller vite, parce que le temps ne nous le permet pas, le résultat, c'est une fragmentation politique de l'Afrique. On a dit que la colonisation nous a divisés politiquement. Je ne suis pas d'accord. La colonisation nous a réunifiés. Puisque si vous prenez le territoire actuel du Sénégal, vous pouvez y compter entre le 15e et le 19e siècle au moins 11 États. Quand ça devient un pays, ce n'est pas de la division. Maintenant, il faut comprendre dans quelle logique la colonisation a réunifié dans la logique de ses intérêts. En même temps, le mercantilisme qui arrive et développe la traite des captifs sur les côtes africaines provoque une réponse des élites africaines qui se réorganisent politiquement. La réorganisation politique a consisté à faire exploser les empires pour se retrouver en micro-États. Et tous ces États ont une particularité. Ils ont une ouverture sur la côte avec un port pour pouvoir commercer avec l'Europe ou une ouverture sur un fleuve pour pouvoir participer au commerce. Les États qui n'ont pas d'ouverture sur la côte s'affaiblissent et presque survivent. C'est le Jolof. Alors qu'avant le XVe siècle, c'est le Jolof qui contrôle, qui est l'empire qui contrôle tous ces États. Mais le Cayor va se libérer parce que le Cayor se connecte à l'Atlantique, le Waalo se connecte à l'Atlantique, le Baol, le Sine, le Saloum, ce sont ce que j'appelle les street states. C'est des États qui forment des bandes qui arrivent sur la côte atlantique pour pouvoir commercer avec l'Europe. Donc on a un émiettement, on a une atomisation de l'espace politique. Une autre conséquence, impact politique, c'est l'utilisation de la violence dans le jeu politique. Jusque-là, on a des constitutions qui garantissent le pluralisme. On a tendance à dire, je l'ai entendu plusieurs fois, que c'est en 1848 que la démocratie est arrivée au Sénégal, que le pluralisme, le choix, les élections, alors qu'il y avait des élections ici déjà avant l'Europe, dès le XVe siècle. On n'a jamais eu de « le roi est mort, vive le roi », ça n'existe pas ici. Le roi est mort, on élit un roi. On les nommait. Il y avait un conseil et il y avait plusieurs candidats. C'était pluriel. Vous prenez au Cayor, il y a 7 partis politiques au Cayor qui peuvent prétendre au pouvoir. C'est des matrilinéages. Ces matrilinéages sont au nombre de 7 et fonctionnent comme les partis politiques. Quand vous regardez les partis politiques sénégalais fonctionner aujourd'hui, nous, historiens, ça nous fait rire parce que ça fonctionne exactement comme dans le Cayor du XVIIIe siècle. Y compris avec la transhumance. Il y a un garmi du Cayor qui s'appelle Samba Maram Khaï. Lui, il a transhumé en plein champ de bataille. Les deux armées sont face à face, ils changent de camp et tirent sur l'adverse. Et il est mort à Gorée en se suicidant malheureusement. Donc l'impact politique de la traite, ça a été d'introduire les armes à feu en quantité, le cheval qui a modifié la forme de l'État et l'accès au pouvoir se fait désormais par la violence. Si vous prenez dans les États Wolof, avant c'était les garnis qui pouvaient accéder au pouvoir. Avec le développement de la traite, on a ce qu'on appelle le garmi ngaroufital. Ngar, c'est une meule de fusil. Quand vous êtes garmi et que vous n'êtes pas assis sur une meule de fusil, vous n'accéderez pas au pouvoir. L'accès au pouvoir désormais se fait parce que vous contrôlez
les armes, vous contrôlez la violence et vous imposez votre candidat au conseil des électeurs. Alors qu'avant, on ne pouvait pas être élu quand on était membre du conseil des électeurs.